Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on rentre dans les méandres du passé d'une ancienne escorte. Et bien sûr, pour parler de ça, malheureusement, je ne suis pas la personne qui va pouvoir vous en parler, mais j'ai un invité qui va pouvoir le faire. Et avant de commencer, on va poser la question à 100 $ à notre invité. T'es qui, toi? Ah, moi, je suis juste une grosse salope qui a un passé très, très, très chargé en sexualité, puis qui a cherché une façon lucrative de faire de l'argent en pratiquant mon activité préférée. OK. Donc, ouais, ça, c'était une belle description de ce qu'est une escorte, j'imagine. Je sais pas. Mais oui, donc, comme je l'ai dit auparavant, donc, toi, t'es un ancien escorte, c'est ça? Oui, Oui. Puis, oui. genre, est-ce que c'est quelque chose que je vais juste commencer avec une question, mais après ça, on va rentrer dans l'historique et tout ça, là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui ou est-ce que c'est quand même quelque chose que tu vis bien avec là, de tout ça aussi? Je n'ai aucun regret par rapport à mon passé d'escorte. En fait, même au contraire, ça m'a sauvé la vie à une période où j'étais vraiment dans une grande période de dépression quand j'ai commencé à faire ça à l'âge de 20 ans. Je voyais aucunement une façon de me sortir de mon pétrin, pardon. Et puis, quand j'ai commencé ça, ça l'a vraiment amené une remontée dans mon estime de moi, dans mon vouloir de vivre, malgré l'idée que ça pourrait donner l'impression que ça pourrait être le contraire. Dans mon cas, ça m'a vraiment aidé. Enfin, au début. Ensuite, il y a eu d'autres complications qu'on pourra parler un peu plus tard, mais à la base, quand j'ai commencé, ça m'a vraiment sauvé de passer à un acte qui aurait pu être fatal, dans mon cas. Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose qui, au départ, quand tu as commencé à le faire, qui a réussi à t'amener quand même du positif, puis qui t'a sorti d'une espèce de peut-être lourdeur ou de mauvaise situation dans laquelle tu étais, peut-être envers toi-même et envers le monde autour de toi, dans le fond? Complètement. Puis aussi, il faut dire que moi, comparé à la plupart des escortes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, puis d'autres personnes que j'ai pu croiser, j'ai pas été un escorte commun. Disons que mon pattern, excusez pour l'anglicisme, hem, était vraiment différent. Moi, j'ai pas été dans le service du travail du sexe, dans l'industrie du sexe, dans un but de faire des sous ou dans un but de me procurer plus de drogue ou j'ai jamais même consommé de ma vie. J'ai jamais consommé avec mes clients, même que j'étais toujours à jeun au niveau aussi de l'alcool. C'était très rare que je buvais avec mes clients, à moins qu'ils me sortaient dans un restaurant ou qu'ils insistaient à ce que je prenne un verre de vin avec eux. Mais malgré tout, quand je finissais une rencontre, j'étais encore en moyen, puis j'étais jamais dans un état d'alcoolémie élevé. Mais tu sais, C'est vraiment justement, différent de la plupart des escortes qu'on connaît ou qu'on mais pourrait s'imaginer. c'est un gros préjugé que les gens ont justement envers les escortes ou les travailleurs du sexe ou les travailleuses du sexe, comme de quoi que c'est tous des drogués, c'est tous des alcooliques, c'est tous des tout ça. Mais j'imagine que tu es quand même pas, t'es pas la seule personne dans ton cas non plus qui, 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 qui ne consommait pas de drogue ou d'alcool, puis qui ne faisait pas ça dans le but d'en avoir plus, puis d'avoir plus d'argent pour tout ça. Donc, tu sais, déjà J'imagine là, que non. J'imagine que non, je dois pas être le seul, mais c'est quand même vrai que le stéréotype est justifié. De toutes les personnes que j'ai croisées, on parle de plusieurs dizaines d'hommes et de femmes qui se sont prostituées que j'ai rencontrées. J'en connais aucune personne qui n'ont pas consommé de la drogue ou qui qui n'ont pas étaient fait ça à dans jeun le. quand ils travaillaient. Mais ça m'a quand même permis, moi, de mon côté, ça m'a permis de garder une sécurité. Il faut dire que le fait que je ne rencontrais pas des clients en état de consommation, aussi le fait que je refusais de consommer avec mes clients, m'a protégé énormément de situations qui auraient pu vraiment dégénérer.
Si je parle de certaines personnes que j'ai connues qui se sont fait mettre des couteaux sous la gorge, qui se sont fait violer de façon collective, qu'ils ont mis leur vie en très grand danger en étant avec des personnes dangereuses parce que justement, ils acceptaient de consommer avec eux autres, qu'ils rencontraient des personnes qui étaient plutôt, qui n'étaient pas nécessairement dans leur état normal, mettons. normal. Moi, dans mon cas, le fait que je refusais de consommer, j'ai vu beaucoup moins de clients, j'ai eu beaucoup moins de clients qui, eux, consommaient. Parce que normalement, un client qui consomme va chercher à avoir un escorte qui va consommer avec eux. Ils ne veulent pas avoir un escorte qui va être à jeun parce qu'ils vont sentir qu'ils ne sont pas dans dans le même état d'esprit. Ils ne sont pas dans la même zone de party, mettons. Exactement. Puis le fait que moi, je ne consommais pas, ben, il était comme, ben, moi, si tu refuses de consommer, je préfère pas te voir. Puis moi, je préférais perdre un client que de m'abandonner à quelque chose dans lequel je n'étais pas confortable. Ce qui a fait que moi, de mon côté, j'ai vu beaucoup le beau côté de l'industrie du sexe. Moi, mes clients m'ont emmené en voyage. J'ai été au Portugal, à New York. J'ai fait beaucoup, beaucoup de destinations. Mes clients s'occupaient bien de moi. J'ai eu un client qui m'a demandé de me prendre pour une fin de semaine complète. J'aurais payé pour aller à cette fin de semaine-là. C'était un couple super gentil qui habitait dans l'État de New York, dans une maison à flanc de montagne avec... c'était en automne, les arbres étaient en couleur, on faisait des randonnées pédestres. J'avais ma propre chambre, j'avais même pas besoin de dormir avec eux autres. Ils étaient en couple, fait que ils avaient leur chambre à eux. Ils m'utilisaient des fois on était les trois, des fois j'étais avec un, des fois j'étais avec l'autre. Je me levais le matin, j'arrivais dans la cuisine de leur superbe grande maison. Puis il me demandait qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, puis il me faisait des œufs bénédictines, puis c'était très agréable. Puis j'étais payé 2500 $ pour passer cette fin de semaine avec eux autres. T'sais. Fait que moi, j'ai connu le beau côté de l'escorte. C'est sûr que tu as eu quand même... c'était moins agréable. Des clients, bon, évidemment, c'est sûr que tu gères, quand tu choisis d'être escorte, tu aussi choisis d'avoir des rapports sexuels avec des hommes ou, ben, surtout des hommes, en fait, avec des personnes qui sont pas nécessairement ton type de personne que tu te sentirais attiré. Des fois, tu peux être même dégoûté par certains d'entre eux. Mais en même temps, on développe des trucs. J'avais un client, bon, ça c'est un petit peu une anecdote un petit peu plus déroutante, mais j'avais un client qui, lui, son plaisir, c'était de se faire licher l'anus. Mais c'était une personne qui était quand même corpulente puis qui avait comme un petit peu de difficulté à rejoindre il y avait de la misère à nettoyer la zone de façon confortable. J'arrive à un moment donné, il me dit j'ai envie que tu me liches, j'ai envie que tu me fasses, que tu me manges les fesses. Puis j'ouvre ses fesses et j'ai un morceau de caca qui pendouille sur le banc. J'ai dit non. Oh! OK, non, ouais, effectivement. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça qui étaient, bon, il y avait des situations comme ça il fallait que je gère. Donc, quand je voyais ce client-là, je ne l'ai pas vu souvent, mais je l'ai vu quelques fois, à quelques reprises. Alors, quand je le voyais, je savais qu'elle allait me demander ça. Donc, avant la rencontre, au début de la rencontre, je disais, écoute, j'ai pas eu le temps de me doucher. Ça te dérange si on prend notre douche ensemble. On prenait notre douche ensemble et je m'occupais personnellement de nettoyer son anus. Donc, dans le fond, tu développais des petits trucs comme ça quand tu avais des clients qui étaient plus problématiques, mettons. Oui, mais en même temps, il faut dire aussi, la plupart des escortes, il faut faire une différence entre le mot escorte et le mot prostitution. Il y a beaucoup d'escortes que moi, je considère comme des prostituées. Il y a des escortes qui sont des escortes. Moi, j'étais une escorte. Moi, tu me payais pour un service de temps, d'accompagnement, qui incluait un service sexuel. Mais moi, tu me louais à l'heure. OK. Alors que je connais beaucoup d'autres escortes que les autres, leur but était simplement de faire la job le plus rapidement possible. Donc, leur objectif, c'était d'être payé un maximum d'argent pour un service d'1 heure, puis ressortir de la chambre au bout de 10 minutes avec 200 $ dans leur poche. Ces personnes-là pouvaient aller chercher 3, 4, 5 clients par jour, sauf que leur client ne les rappelait pas parce qu'ils sentaient qu'ils avaient été utilisés pour leur argent, plus que, qu'ils n'avaient pas eu de satisfaction finalement parce qu'ils cherchaient à avoir un service, ils payaient pour un service d'1 heure, puis il y avait comme une fraction du temps
avec le travailleur. Alors qu'avec moi, c'était le contraire. Au départ, je faisais des rencontres d'une heure. À un moment donné, j'étais rendu que mon Dieu, je vais le dire, j'exigeais des rencontres de 3 heures minimum. OK. Parce que moi, je voulais avoir moins de clients, mais d'avoir plus de temps. Je préférais faire 600 $ avec un client que de faire 3 fois 200 $ avec 3 clients différents. Puis je trouvais que je dépensais beaucoup plus mon énergie avec ça. Puis je trouvais que ça faisait des rencontres beaucoup plus de qualité avec mes clients quand je passais plus de temps avec eux autres. Moi, j'adorais faire mon métier. J'adorais rencontrer les gens. J'ai rencontré de grandes célébrités. J'ai rencontré des politiciens. J'ai rencontré euh, des hommes d'affaires, beaucoup d'hommes mariés. Je suis désolée pour les femmes qui nous regardent et qui ont peut-être des chums, mais ça se pourrait que peut-être un jour votre chum se retrouve avec une escorte masculine parce que 70% de ma clientèle, et on parle de plusieurs milliers d'hommes, étaient des hommes hétérosexuels mariés avec des enfants. Eh, Donc, mais ça, on ne peut pas ça fait nécessairement partie. aller contre ça. Mais Non, ça fait partie. j'aurais quand même une autre question à te poser, si tu me le permets, avant, parce que là, on commençait à rembarquer beaucoup dans le sujet comme vraiment intense, mais je voulais savoir, à la base, comment tu es rentré dans ce monde-là? Comment ça a commencé pour toi de devenir escorte? Tu sais, je veux dire, tu t'es pas levé un matin et tu te fait, ouh, aujourd'hui, je deviens une escorte. Je sais pas. Non, puis ça, en fait, ça remonte à très loin. En fait, il faut remonter jusqu'à l'âge de 3 ans. Aussi OK. loin que ça. Moi, à l'âge de 3 ans, j'ai été agressé sexuellement par un homme. Puis, j'avais gardé aucun souvenir de ça. J'étais trop jeune. Je l'ai découvert quand j'ai choisi d'aller en hypnose à l'âge de 25 ans, dû à mon comportement très axé sur la sexualité, puis une obsession qui m'habitait depuis très longtemps. J'avais suivi une thérapie. Ma thérapeute m'avait dit euh, je ne veux pas suggérer qu'il s'est passé quelque chose dans son enfance, mais tu as le profil parfait, tu as le profil complet d'un enfant qui aurait pu être abusé sexuellement. Donc, comme tu n'as pas de souvenir, je te conseille une hypnothérapeute que je connais qui pourrait peut-être t'aider à trouver des réponses à tes questions. OK. Fait que j'avais choisi d'y aller, c'est là que j'ai eu le souvenir. Ça l'a répondu, c'est là aussi que j'ai arrêté de faire de l'escorte après parce que ça m'a permis finalement de trouver le morceau de casse-tête qui manquait à ma vie. Puis ça m'a permis aussi d'exorciser cette espèce d'hypersexualisation qui m'habitait depuis presque 20 ans. Fait que ça t'a permis d'aller chercher, comme justement tu dis, là, la pièce qui manquait dans le sens où la réponse que tu cherchais en étant une escorte, tu l'as trouvée de cette façon-là, dans le fond. Pas nécessairement. C'était plus la réponse à savoir pourquoi que j'avais tout le temps des besoins sexuels aussi immenses. Et j'avais tout le temps comme... Parce que moi, j'ai commencé à développer un comportement sexuel à l'âge de 4 ans, presque juste après que j'ai été agressé sexuellement. J'ai déjà commencé à développer une obsession pour le sexe masculin. Durant l'enfance, j'ai couru après à peu près tous les garçons qu'il y avait dans mon entourage. J'essayais d'attoucher les hommes parce que moi, je ne m'intéressais pas les enfants, mais j'essayais de trouver des hommes qui accepteraient de se faire des activités sexuelles avec moi. Évidemment, je n'avais pas de pédophile dans mon quartier, apparemment. Fait que j'en ai pas trouvé. Une chance pour moi, sûrement. Mais je me suis rabattu sur des enfants. Faut pas oublier que je n'étais pas pédophile, j'étais un enfant moi-même. Mhm. mais bon, je me suis rabattu sur ce que j'avais accès. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai pratiqué, j'étais quand même très loin dans mes rapports sexuels avec les autres jeunes que je rencontrais, jusqu'à un jour où je me suis dit, OK, ça doit cesser. J'ai décidé de suivre des démarches pour arrêter mes pratiques, j'étais allé en thérapie et tout. Pendant 4 ans, j'ai été abstinent de sexualité. Je me masturbais jusqu'à 8 fois par jour pour pouvoir passer mes pulsions sexuelles, des fois plus. C'est quand même Euh, intense, là, 8 fois par jour. puis même des fois peut-être 15. J'étais à l'école, j'allais dans la salle de bain, dans la toilette des gars, puis je m'enfermais dans une cabine, je me masturbais, puis je n'avais pas le choix, j'étais trop obsédé sexuellement. Oh mon Dieu, Donc, ce écoute, qui s'est je sais pas passé, comment tu faisais. Non, je veux pas avoir, je veux pas être un vulgaire, mais ça devait être échauffé à un moment donné.
Non, en fait, ben, j'ai pas vraiment de souvenir, mais non, écoute, à un moment donné, j'étais rendu que c'était juste sec, il n'y avait plus rien qui sortait. OK. L'éjaculation, il n'y avait plus rien qui sortait, mais des petites gouttes, là, je veux dire, mais j'avais tout le temps, j'avais ça en tête 24 heures sur 24. Euh, Quand j'ai eu 16 ans, ma sœur m'a présenté un jeune homme avec qui elle travaillait, qui était homosexuel, qui m'a permis de vivre mon premier rapport sexuel avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme que j'étais en droit de pratiquer. OK. Ça l'a totalement changé ma vie à l'âge de 16 ans et j'ai dit, je me suis dit, je ne retourne pas en arrière. Et mon obsession sexuelle a seulement décuplé. En dedans d'à peu près 6 mois, j'avais déjà couché avec 300 hommes et j'avais 16 ans. Ah ouais. Ce qui est arrivé, pourquoi que j'en parle, c'est parce que ce qui est arrivé, Est-ce c'est que que, je veux poser une question un petit peu touchée. Quand on parle d'hommes aussi plus âgés, là, comme ouais, entre mon âge, ben pas vraiment mon âge, mais mettons entre 19-20 ans, jusqu'à 60 ans. J'avais OK. 16 ans, je couchais avec des hommes de 60 ans. Et d'ailleurs, à l'époque, moi, j'en voyais pas de problème. Je réalisais pas ce que je faisais. Je réalisais pas qu'est-ce qui se passait dans le corps des hommes avec qui je couchais, mais plus tard, récemment, même, je dirais, je suis tombé sur des photos de moi, de quand j'avais 16 ans. Et j'ai l'air d'un enfant. J'ai l'air d'un petit enfant de 14-13 ans. Puis quand je repense à ces centaines d'hommes-là qui ont accepté ou qui ont cherché à avoir des rapports sexuels avec moi, je me dis, mon Dieu, la ville de Montréal est pleine de pervers pédophiles. Pour vouloir être attiré puis excité par un garçon de mon apparence qui était très jeune, ça m'a dégoûté. Mais tout ça pour dire que ce qui est arrivé, c'est que c'est à cette époque-là que le domaine de la prostitution a commencé. Ce qui est arrivé, c'est que moi, Déjà à l'âge de 16 ans? oui, à l'âge de 16 ans, je faisais de la prostitution de rue. Ce qui est arrivé, c'est que moi, durant l'été, Excuse-moi de t'interrompre. Quand tu dis prostitution de rue, qu'est-ce que tu veux dire exactement? je vais l'expliquer. Ce qui est arrivé, c'est que moi, comment je rencontrais les hommes avec qui je couchais, c'était durant l'été. J'avais un emploi d'été à Montréal, donc je me retrouvais euh, après que j'avais fini mon travail, je me retrouvais dans le village gay, dans le quartier gay de Montréal. Puis je traînais sur les rues. J'allais dans les bars de danseurs. On me cartait pas, donc on m'avait pas demandé mes cartes d'identité. D'ailleurs, j'ai même déjà dansé pour un d'entre eux à l'âge de 16 ans, je ne le nommerai pas. Mais j'ai déjà fait 2 fins de semaine comme danseur nu dans un bar de striptease pour les hommes. Sauf que j'ai pas continué parce que le fait que j'étais mineur, j'ose imaginer que les personnes qui travaillaient au bar pensaient que j'étais majeur. Vu que j'étais là tout le temps, ils ont dû prendre pour acquis qu'ils m'avaient déjà contrôlé, puis que j'étais en âge d'être dans le bar, on me reconnaissait. Puis c'est à ce moment-là, à me voir tout le temps être là, à attendre, à me parler avec les danseurs, à parler avec la clientèle, à me faire offrir des verres par la clientèle, qu'à un moment donné, le gérant de bar a dit, écoute, je te vois ici tout le temps, tant qu'à être ici, à juste traîner, fais quelque chose de lucratif, ta présence lucrative, puis commence à danser. Donc, j'ai pas dansé sur le stage, mais je faisais des danses sur les tabourets. Ça me donnait un peu de sous et tout, mais j'avais tellement peur qu'il y ait une descente une descente de policiers au bar, puis qu'ils se rendent compte que j'étais mineur. J'aurais mis le bar énormément dans le trouble. Puis ça aurait pu aussi me mettre moi-même en grand danger. Puis pas nécessairement par les policiers. Je veux dire, le pire qui aurait arrivé, c'est que les policiers m'auraient arrêté. J'aurais peut-être été en détention jeunesse ou il serait arrivé des choses, mais j'aurais pas eu de casier criminel ou quoi que ce soit pour avoir fait ce que j'ai fait. Par contre, le bar, lui, ça serait retrouvé avec des mises en demeure, avec probablement la fermeture du bar, avec des gros problèmes. Et les propriétaires de Mais, ces bars-là, c'est pas des enfants de cœur. mais Fait en qu'ils même temps, je veux dire, si on fait une erreur, entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas si c'est une erreur ou si c'est conscient de leur part, on leur donne le bénéfice du doute, mais quelqu'un qui a 16 ans, tu le sais qu'il a 16 ans dans mon livre à moi, mais bon, on leur donne le bénéfice du doute. Mais en même temps, il était quand même dans le tort. Ah, je dis pas le contraire. Il était dans le tort. Ce que je dis, c'est que si, mettons, que j'avais mis le bar dans le trouble à cause de mon âge, il aurait pu se dire, écoute, il est en âge de danser et de savoir ce qu'il fait.
il est en âge d'assumer les conséquences de ses gestes, de ses actes. Puis, je me suis dit, s'il fallait que les propriétaires, si je mette dans le trouble les propriétaires de ce bar-là, à cause de mon âge, je donne pas je donne pas long feu à ma vie. Donc, j'ai décidé Ouais. d'arrêter d'aller au bar. Ce qui est arrivé, pourquoi j'ai commencé à faire de la prostitution de rue, c'est parce que à l'automne, l'école a recommencé, donc j'ai perdu mon emploi. Puis, ce qui s'est produit, c'est que moi, je continuais à aller en ville la fin de semaine pour justement me prêter à mes ébats sexuels. Puis, je devais tout le temps gérer mon budget très serré pour être capable d'expansionner mes visites le plus possible. Donc, pour rester à Et Montréal le plus longtemps possible, puis exactement, puis de pouvoir travailler. retourner, tu sais, de pouvoir expansionner mes visites le plus longtemps possible. Parce que si j'avais tout dépensé au début, ben au bout d'un mois ou deux, j'aurais été pris à rester chez moi, j'aurais pas eu tout pour pouvoir faire mes visites. C'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'un dimanche, j'avais pas eu aucun rapport sexuel cette journée-là, j'avais pas réussi à rencontrer personne. Puis, je devais retourner chez moi parce que j'avais de l'école le lendemain. Donc, j'ai pris le métro et j'avais juste le montant exact pour me rendre chez moi. Et dans le métro, il y a un homme qui est venu s'asseoir à côté de moi puis qui m'a demandé si je voulais l'accompagner chez lui. Je lui ai avisé que j'avais ça, mais que le fait que j'aille plus d'argent, j'aurais pas pu reprendre le transport en commun après. J'aurais pas pu me rendre chez moi. Alors, il m'a dit, ben écoute, si c'est juste ça ton problème, je vais te le payer, ton transport en commun. Fait que je dis, ah, ben dans ce cas-là, let's go, on va y aller. Fait que comme ce qui est arrivé, c'est que on était chez lui, il m'a donné 10 Mais OK. pour moi, ça a fait une révélation. Je me suis dit, ah, j'ai trouvé la solution à mon problème. Si je veux pouvoir continuer à Montréal, j'ai commencé à charger les hommes qui vont m'aborder puis qui vont me demander de les suivre. J'ai jamais chargé un montant fixe. Moi, c'était sur donation. Je faisais de la Sur donation. prostitution sur donation. À Alors, ce, à ce moment-là, tu étais une charité encore, là. ouais, c'est ça. Donc, quand je dis que c'est la position de rue, j'étais pas sur un coin de rue à attendre qu'une voiture passe, puis à faire de la sollicitation, puis à dire, ben écoute, je te fais une pipe pour 20 $. Ben moi, c'est un peu l'image que j'avais, justement, là, quand tu as dit Oui. prostitution de rue, j'ai comme, Alors, OK, c'est un peu l'image que j'ai de ça. non. Comment ça fonctionnait, c'est que je retournais tout le temps dans le quartier gay. Je continuais les mêmes activités. Je traînais. Il y avait une boutique qui s'appelait Multimag, qui était quasiment comme un sex shop. En fait, même si c'était pas supposé être un sex shop, c'était juste des revues, des magazines de pornographie. Ben, c'était la bonne place pour ça, là, je veux dire. Ouais. Puis moi, je m'entraînais là, j'allais au Priap. Le Priap, à l'époque, était plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, puis on me cartait quand j'allais au Priap. Ce que je faisais, c'est que je rentrais puis je me dépêchais d'aller au sous-sol où est-ce qu'il y a toutes les affaires de cuir, puis je ressortais par les escaliers d'en arrière pour monter en haut. Fait que je me faisais pas coincer. Ah, pour pas qu'il te voit rentrer dans le Ouais. fond, là. Oh, Ouais. wow. Puis là, ben, je restais là jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui m'aborde. Quand quelqu'un m'abordait pour que je les accompagne, il me disait ah, t'es pas mal mon genre, tu vas venir chez moi. Ben là, je disais combien que tu m'offres? OK. Fait que là, il me disait ben, j'ai 50 $. Je dis OK, let's go, on y va. Ou ben, j'ai 20 $. OK, j'y va. Ah, ben, j'ai 100 $. De toute façon, mon but, c'était pas de faire des sous. Parce que si j'avais fait beaucoup de sous, ça aurait éveillé des soupçons dans ma famille. Donc, dans le fond, c'était pour faire un peu de comme juste vraiment comme continuer à sustenter là, ton besoin de venir à Montréal puis de payer ton transport et payer comme tout ça. Là. Et Fait que j'ai c'était fait vraiment ça pour rester jusqu'au comme mois ça. de novembre, jusqu'au jour où j'ai été violée dans une ruelle du OK. quartier gay. Il y avait un homme d'un âge très avancé qui m'a abordé justement à la boutique Multimag, qui m'a harcelé puis qui m'a suivi dans le village pendant près d'une demi-heure. Ensuite, je me suis... Il t'a suivi parce que tu avais dit non ou qu'est-ce qui s'était passé? Ouais, j'ai dit Ou... non. J'ai dit... Il m'a montré... Il est venu s'installer à côté de moi pendant que je regardais une revue. Il en a pris un dans ses mains, un magazine. Il a regardé les gars, il commence à m'aborder. Il me dit ah, t'as-tu vu les gars dans ce magazine-là? Bla, 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 ils sont vraiment sexy. Fait que là, moi, je suis pas intéressé. Je regarde la revue, j'étais comme ben oui, c'est bien beau. Là, il me commence à me dire ça t'en venir chez moi. Je fais
Non. Il dit, t'es sûr parce que je paye bien? J'ai dit, là que je suis pas intéressé. Je remets mon magazine à sa place, je décide de sortir et il me suit. Moi, Oh à my partir de God! ce moment-là, je sens qu'il me harcèle. Je décide de marcher sur le trottoir essayant De de le m'échapper. semer, dans le fond, là, de Je le rentre dans semer. des boutiques pour essayer d'attendre qu'il fasse son chemin. Il m'attend sur les coins de rue pour que jusqu'à ce que je ressorte. Ça dure plus ou moins une demi-heure. À un moment donné, je le vois qui est de l'autre côté opposé de la rue d'où je me trouve et je lui fais des signes très agressifs comme quoi je veux qu'il me laisse tranquille. Puis il me fait comme un signe avec ses mains, là, OK, OK, c'est correct. Fait que moi, au moment où il me fait ce signe-là, j'ai l'impression qu'il a compris le message. Tu penses qu'il a Moi, compris puis que tu es en sécurité, tu sais. oui et non. Oui, mais je suis à mon niveau de nervosité, d'anxiété à un niveau extrême. Je OK. peux pas, j'en shake de partout, je shake comme une fête. J'aurais pu partir, j'aurais pu prendre le métro puis décider de quitter. Mais je suis tellement anxieux, je suis tellement nerveux de ce qui s'est passé que je décide de continuer de marcher OK. pour essayer de me calmer. Je crois pas, de mon souvenir, j'ai un souvenir que la rue est très bondée de monde, mais je crois pas qu'elle était si bondée de monde comme c'était l'impression que ça me donnait à cause de mon niveau de nervosité. OK. Finalement, à un moment donné, je n'étais pas capable de me calmer. Donc, j'ai choisi de sortir de la rue Sainte-Catherine, de prendre une rue perpendiculaire, que je pense qui était comme Wolf ou Montcalm, je ne sais plus laquelle. OK. Pas Montcalm, mais une de ces rues-là, là, à Ouais, côté ouais, de ouais. Wolf, où est-ce qu'à Amherst, mais pas une grosse rue comme Amherst, comme une rue avant Amherst. Baudry ou quelque chose comme ça. Et je marche, je suis seul sur la rue, donc je commence à respirer. Je peux pas dire comment que l'homme est arrivé là, mais j'imagine que ce qui est arrivé, c'est qu'il m'avait jamais perdu de vue. Il Quand il avait a vu que continué à je te suivre, là. tournais sur une rue perpendiculaire, lui, il a dû courir ou se dépêcher à prendre la rue avant la mienne, puis à croiser la ruelle qui était comme en arrière des bâtisses. Parce que quand je suis arrivé au coin d'une ruelle sur ma rue, entre Sainte-Catherine et Maisonneuve, lui, il m'a agrippé par mon manteau. Il m'a traîné dans la ruelle. Il m'a accoté sur un mur de briques. Puis je savais que j'étais pris. Alors, je lui ai dit, c'est correct, je vais te laisser faire, mais prends un condom. J'avais tout le temps des condoms sur moi. J'ai dit, j'ai des condoms dans ma poche, prends-en un. Je l'ai senti euh, adhérer à ma demande parce qu'il a mis sa main dans mes poches. Par contre, quand il a fini de me fourrer, j'ai jamais retrouvé le condom. OK. Lui, il a juste lancé, il a garoché une liasse de billets de 20 $ sur le sol, puis il est parti. Moi, je suis Dégueulasse. resté là. Excuse-moi. Dégueulasse. Excuse-moi. Je suis resté là, je me suis recroquevillé sur moi-même, j'avais les fesses en sang. Euh, j'ai ramassé l'argent, je suis reparti, puis j'ai essayé de marcher le plus naturellement possible, parce que c'était très difficile de marcher, puis d'avoir l'air innocent. Euh, J'ai tenté d'aller chercher du réconfort dans ma famille. Mon père m'a demandé d'aller à la police. Moi, je ne voulais pas parce que j'étais encore sous choc. Puis tout ce que je cherchais à avoir, c'était du support. J'avais pas envie de m'embarquer dans une poursuite ou dans une bataille avec un homme que je ne sais même pas si j'aurais été capable de reconnaître correctement, que j'aurais pu accuser un innocent qui n'aurait même pas eu rapport avec ce qui s'était passé. Euh, que ça aurait été ma parole contre la sienne. Tu sais, je voulais pas embarquer là-dedans. J'étais encore trop traumatisée, j'étais fragile. Et j'en ai pas reçu du support. Quand j'ai dit à mon père que je voulais pas aller à T'avais la le droit de police, ne pas vouloir aussi. J'espère que tu le sais, hein. oui, mais en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai dit à mon beau-père, quand j'en ai parlé à ma mère et à mon beau-père m'a dit que j'avais eu ce que je méritais. Ça allait m'apprendre à me tenir dans un quartier où j'avais pas d'affaires. Quand j'en ai parlé à mon père et que j'ai refusé à la police, il m'a dit que c'était pas arrivé, que je cherchais à attirer son attention. Donc, j'étais laissé à moi.
Après ça, j'ai été un bon 2 ans sans retourner dans le village. Mais j'avais une grosse colère intérieure. Puis j'avais envie de me venger. Et malheureusement, j'ai passé de victime à bourreau et j'ai utilisé euh, des garçons vulnérables pour les blesser. Très, très durement. J'ai été vraiment très méchant. Jusqu'à une certaine personne qui, elle, m'a réveillé. J'ai tellement été méchant envers cette personne-là que quand que j'ai détruit son cœur en morceaux, euh, ça a été un choc pour moi et je tombe en grosse dépression. Euh, Puis, en fait, c'était cette personne-là, aujourd'hui, on est très amis. Mais personne, d'ailleurs, son entourage a compris pourquoi on était amis. Mais aucun de ses amis ou de son entourage a compris pourquoi on s'entendait si bien, mais puis qu'on passait autant de temps ensemble. Mais oui, Des ça a fois, été les un grand... relations humaines sont bizarres, hein? Je crois que la personne concernée a vu en moi beaucoup de similitudes avec sa propre personne. À des niveaux différents, on s'automutilait, puis on se détruisait pour des raisons, causées par des traumatismes, par des raisons qui étaient très différentes, mais qui se rapprochaient énormément. Puis c'est ce qui a créé une très grande complicité entre nous deux. Mais jusque-là, personne ne comprenait. C'est pas comment on pouvait être encore amis. Mais en même temps, des fois, quand on rejoint quelqu'un au niveau psychologique ou au niveau aussi des bagages, ça aide à comprendre une personne puis souvent à créer une relation qui est comme une relation qui est importante, une relation qui, malgré tout ce qui se passe autour, ça reste quand même fort, malgré comme, tu sais, oui, il y a des côtés négatifs, des côtés positifs, ça, mais comme qui reste forte quand même, tu sais. Parce qu'il Exactement. y a ce partage de bagages-là, puis veut pas, vous avez un historique ensemble aussi qui reste là, puis qui vous ont fait grandir ensemble aussi en même temps. Exactement. Mais pour en revenir, Pour revenir à oui, l'escorte, parce qu'on va pas. Le but de cette entrevue-là, c'est de parler de l'escorte. oui, mais On là, s'est c'est non ça. du Rendu sujet. à ce moment-là, tu avais arrêté, t'avais J'avais arrêté la prostitution jusqu'à ce qu'à un moment donné, je faisais un cours en massothérapie. OK. Puis, quand j'ai fait mon cours en massothérapie, une des parties, pourquoi j'ai tout raconté mon historique d'enfance et d'adolescence, c'est pour en arriver là, parce que sinon, on ne comprend pas certains Certaines aspects décisions. qui Ouais. poussent à avoir commencé à travailler comme escorte. Alors, j'avais 20 ans. Ce qui est arrivé, c'est que durant mon cours de massothérapie, on avait une partie de notre cours qui s'appelait Sexualité et relations humaines et communication efficace, puis un autre qui était sur la sexologie, sexualité. Et en gros, tout ça, là, ce cours-là, c'est comme un peu une thérapie personnelle que tu fais avec toi-même par rapport à ton passé, par rapport à tes propres relations, par rapport à exorciser tes traumatismes sexuels ou tout, pour être capable de gérer des situations qui pourraient se produire durant un massage, puis que tu ne tombes pas dans un, dans une conscience sympathique et d'être capable de rester empathique avec ton client. Moi, étant donné tout ce que je vous ai raconté, ça m'a rentré dedans parce qu'il fallait que je rétrospecte tout ce que j'avais vécu. Mon enfance, mon abus sexuel, mon agression sexuelle. Ben, en fait, pas mon abus quand j'étais enfant parce que je ne me rappelais pas, mais mon obsession avec les enfants, ben pas avec les enfants, mais avec la sexualité quand j'étais enfant, la prostitution juvénile, le viol et tout. Mais C'est beaucoup de mes, choses à gérer dans une introspection par rapport aussi à du contact humain, là. exactement. Et ça m'a vraiment affecté. J'étais à terre. Je suis tombé dans une dépression très chronique. Je suis tombé anorexique. Je ne me nourrissais plus. Je mangeais tellement pas que ma mère m'obligeait à aller manger une fois par semaine avec elle à son travail. Puis même quand on allait manger, je mangeais pas toute mon assiette. Elle me surveillait pour que je mange, puis je mangeais pas toute mon assiette. Et je disais, ah, je vais prendre pour partir, me faire un lunch pour plus tard cette semaine. Et quand elle avait tourné, une fois que je me séparais d'elle, je mettais le lunch dans les poubelles parce que je savais que j'avais pas mangé. Je me nourrissais vraiment plus. Mon énergie était à terre.
Et ce qui est arrivé, c'est que je continuais à insister à continuer mes cours. Je me disais, parce que j'étais aussi à court d'argent. Je faisais mes cours, j'avais aucun sou, je travaillais pas. J'avais de la difficulté à payer mes comptes. Donc aussi, j'étais même pas capable de me nourrir. Même si j'avais voulu me nourrir, j'aurais pas été capable. J'étais pas capable de m'acheter de la nourriture. J'avais pas les sous pour m'acheter de la nourriture. Donc, Fait que tu étais dans une situation non seulement difficile mentalement, mais difficile aussi monétairement, puis physiquement, là, étant donné que justement, tu ne te nourrissais pas tout ça, tu étais comme en déplicament de toi-même aussi, là. exactement. Tu sais, c'était comme en escalade, mon affaire. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je me disais, tu sais, je me disais, quand mon cours de massothérapie va terminer, je vais obtenir mon diplôme, je vais être capable de me trouver un travail, je vais recevoir ma licence de massothérapie, je vais me trouver un travail, ma situation va s'améliorer. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de mon cours, étant donné mon état psychologique à cause de ma dépression, mes enseignants m'ont refusé l'accès aux examens. OK. Et là, ça, c'était la goutte d'eau. C'était Ça l'a fait le déborder le vase. poignard de trop. Là, j'en voyais plus. Je voyais noir. Là, je voyais vraiment noir. Je me disais que j'allais me suicider, que j'allais mourir, que j'avais aucun échappatoire, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et moi, à l'époque, je fréquentais un site de rencontre qui s'appelle Geek41, qui existe encore, mais qui n'est plus vraiment existant. Enfin, je pense pas. C'est à Ah, cause ça de existe Grindr. encore? Oui, ça existe encore. Oh my God! Mais je ne sais pas qui va là-dessus avec Grindr, Scruff, Tinder et toutes les autres applications de rencontres qui existent, mais ça existe encore. C'était un peu notre Grindr de l'époque. Ouais, C'était sur Internet. on est assez vieux pour que ce soit notre grinder de l'époque, ouais. Exactement. Et il y a un homme qui m'a abordé à un moment donné sur un message puis qui m'a demandé si je considérais de faire de l'escorte pour son agence. Et moi, sur le coup, j'ai dit non. J'ai dit, j'étais assez quand même intelligent pour me dire, c'est pas vrai que je vais aller vendre mon cul, excusez Pour pour quelqu'un d'autre. pour quelqu'un d'autre qui va prendre le trois quarts de mon argent. Tu sais, moi, dans ma tête, ce que je voyais, c'était un pimp qui vend sa pute sur le bord de la rue, qui prend 80% de l'argent puis qui donne des pinottes à la fin. Moi, c'est ça que je voyais. Quand j'y ai Ben, dit c'est ça, l'image que j'aurais aussi, pour être honnête, là. Tu sais, c'est euh, comme ça que les films montrent ça aussi. C'est comme ça qu'on, exactement. dans l'inconscient collectif, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui Et pensent comme ça. là, j'ai dit, j'ai dit ça. Il me revient, il dit, ben, c'est pas comme ça que mon agence fonctionne. Moi, ce que je fais, c'est que je te book des clients. Je prends 40. Il l'a pas dit dans ces termes-là, mais c'était 40 qu'il prenait. Et j'ai dit, je charge 180 pour une heure de service. Je prends 80 toi, tu gardes 100 puis tous les pourboires que tu vas recevoir sont à toi, je touche pas à ça. Puis là, OK. j'ai dit, ben, il faudrait vraiment que je sois désespéré pour faire ça. Puis ça, c'était avant que les enseignants, juste avant que les Refuse. enseignants me refusent mon droit mon droit d'accès aux examens finaux. Et quand j'ai été refusé le droit d'accès, ben là, j'étais comme, bon, c'est vrai que je suis vraiment désespéré. J'ai plus rien. Et c'est là que j'ai accepté de faire partie de ton agence. Je vais aller chercher jusqu'à 6 clients par jour. Dans une semaine, malgré le fait qu'ils prenaient 40 de mon salaire, je vais sortir avec 3 000 par semaine Oh! de revenus. Attends, fait que J'ai ça fait une trentaine de gars par semaine. Ouais, ben, il faut dire que de l'âge de 19 ans jusqu'à l'âge d'à peu près 22 ans, j'ai couché avec pas loin de 3 à 4 000 hommes. Mais en même temps, je veux dire, excuse-moi, là, mais ça, c'est du stamina en mots t'as dit, là. Je veux dire, je veux dire, en tout cas, c'est ça. C'est du stamina. C'est ça. Déjà, je te dirais, là, aujourd'hui, j'ai 34 ans, puis j'ai fait une moyenne que maintenant, je devrais avoir couché avec à peu près entre 7 500 et 8 000 hommes dans ma vie. Oh my God. C'est comme un chiffre qui me flabbergaste. Je suis comme juste. Oh! Mais en même temps, Dans ma tête, je trouve que c'est pas si pire. je veux dire, mon chiffre est vraiment pas gros, puis je trouve que c'est beaucoup. Mais tu sais, je te juge pas non plus, là. C'est juste que je suis comme être rendu dans autant de nombres, je pense que je serais comme oh my God. J'aurais J'ai même pas, même j'aurais même pas eu l'énergie physique, genre, de pouvoir faire ça. J'ai comme pas, j'ai pas le. Je serais probablement pas aussi gros, genre, parce que j'aurais fait de l'exercice en même temps.
Tu comprends ce Ça que je veux dépense dire? l'énergie, c'est une bonne Ouais. activité sportive Pas pour ça. besoin d'aller au gym, tu sais, je veux dire. Ça va être pour ça que je suis encore mince. Ah bah oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais Bon, là, tu as bref. commencé avec le monsieur en question. Après, dans le fond, que J'ai fait les ça pendant professeurs. 3 mois pour lui. Pendant 2 étés. J'ai travaillé pour lui pour 2 étés, puis j'ai fait ça pendant 3 mois. C'est là que j'ai rencontré vraiment des grandes célébrités. Nomme pas de Des, nom parce que je veux pas. non, non, je n'aimerais pas de nom, mais des personnes qui vous feraient ouvrir la mâchoire, faire tomber la mâchoire, comme Je on veux pas. dit. Je veux pas tourner le couteau dans le plaie pour les gens qui nous écoutent, mais moi, il y a des noms que je connais, puis je suis comme. Vous manquez quelque chose? Non, en tout cas, bref. Mais, ouais. Donc, bref, tout ça pour dire que après que j'ai travaillé pour lui, moi, j'ai commencé, bon, dans le fond, j'avais travaillé pour lui durant l'été. Un an après que j'ai été refusé À tes examens de massothérapie. examens, j'ai quand même réussi à recontacter l'école, puis j'ai eu finalement accès à l'examen. Donc, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon diplôme de massothérapie et j'ai commencé à faire du massage à temps plein. Sauf que le fait que j'avais fait de l'escorte a fait que je voulais plus me limiter seulement à faire des massages professionnels. Au départ, je voulais vraiment faire une séparation parce que je croyais vraiment à la science du massage, puis je voulais vraiment assurer que j'avais du respect pour l'industrie dans laquelle que je travaillais, puis je voulais pas rendre le massage quelque chose de sexuel. Tu voulais mettre quelque chose, tu voulais mettre une scission entre les deux, genre comme ça, Exactement. c'est Puis mon j'avais du monde. respect pour la massothérapie. Je voulais que les gens viennent me voir parce qu'ils croyaient en la science du massage, pas parce qu'ils voulaient avoir une fellation afin de leur détente. Ouais. Puis que c'est ça le but, pourquoi ils voulaient venir me voir, c'était pour avoir ma bouche sur leur pénis. Je voulais qu'ils viennent pour la vraie raison, c'est le massage. Mais à un moment donné, c'est à l'époque où tu faisais juste des massages, là, que tu faisais pas rien d'autre que ça, est-ce que c'est quand même fréquent que tu te faisais demander ce qu'on va appeler des happy endings? Oui, je dirais qu'au-dessus de 90% de ma clientèle me le demandait. S'ils ne me le demandaient pas, ils passaient à l'action. Quand je massais leur dos, ils s'étiraient les bras pour m'agripper mon pénis. Des fois, ça a été ridicule parce que j'essayais d'éviter, puis j'essayais de ne pas intervenir. Tu sais, j'essayais pas de les gêner. Fait que je me faisais juste m'éloigner de la table. À un moment donné, j'étais rendu les bras complètement étirés, le corps à 2 pieds de la table, puis le bras, il était quasiment perpendiculaire du client pour essayer de m'agripper. Je suis comme, gars, c'est parce que mon homme, t'es plus subtil pantoute. Ton bras est complètement sorti de la table. Là. On est loin, là, tu sais. C'est plus un Fait accident rendu là, tu sais. regarde mon homme, là, si tu veux avoir une pipe, là, va voir un escorte ou un prostitué parce que c'est pas pour ça que je te masse, tu sais. Et c'est justement à force de recevoir de l'harcèlement sexuel par mes clients que j'ai choisi de commencer avec une massage érotique, moyennant beaucoup plus. Un petit montant de plus. Exactement. Et c'est comme ça. Donc, finalement, j'ai commencé à faire du massage érotique et de l'escorte en même temps. Ben, je veux dire, je faisais pas de l'escorte pendant que je massais, mais quand ça tombait en période plus tranquille, ben là, je changeais, j'allais Tu directement. switchais d'un bord à l'autre, tout dépendamment de ce qui fonctionnait pour le Exactement. moment. Exactement. Puis comme tu dis, dans une période où tu étais creux, comme justement là, après avoir été refusé par l'école de massothérapie, après avoir tout ça, les examens, tu disais que tu étais en grosse dépression, puis c'est quelque chose qui t'a remonté, qui t'a permis Oui, parce d'aller que mieux. en tant qu'escorte de 20 ans, la plupart de mes clients avaient je dirais, la moyenne était entre 40 et 60 ans. La moyenne, il y en avait qui étaient un peu plus vieux, il y en avait qui étaient plus jeunes. Mais ils me mettaient sur un piédestal. J'étais une célébrité, j'étais une vedette, j'étais comme leur trophée. Je me faisais complimenter. Tu sais, ah, t'es tellement beau, t'es tellement sexy, t'es tellement bon, t'es tellement ci, t'es tellement ça, t'as tellement d'histoires. Tu sais, c'était encourageant, Ça faisait remonter ton estime personnelle. exactement. Tu sais, je me faisais complimenter tout le temps. J'étais une merveille du monde. J'étais tout pour mes clients. Puis ils me payaient. Tu sais, je veux dire, j'avais de l'argent pour ça en plus. Donc, puis ils me sortaient dans des restaurants. J'ai recommencé à manger grâce à ça. Au début,
je mangeais une pomme, puis j'étais plein, puis à la fin, je mangeais 75 sushis dans un repas, tu sais, je veux dire, Bon, là, je vais avoir le goût de manger des sushis. j'avais repris Merci. de l'appétit, je reprenais du mieux, je reprenais du poids, je reprenais de l'estime de moi, je retrouvais de la confiance en moi. Donc, c'est ça qui m'a sauvé. Ça m'a emmené beaucoup, 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 beaucoup d'acheminement. Mais l'escorte, oui, c'est d'un point de quand j'en parle en ce moment, ça peut sembler quelque chose de wow. Tu sais, pour un jeune qui prenne d'écouter, ils font comme mon Dieu, mais écoute, il a une vie de rêve en tant qu'escorte, lui, il Oui, fait mais 200 de l'heure. en même temps, tu l'as dit au début aussi que tu as quand même été privilégié dans ce que tu as pu faire de l'escorte dedans, tu sais. Tu l'as quand même mentionné que Oui, c'est ça. c'est pas Ça, toute tu sais, la je même connais des réalité, escortes là. qu'eux autres, ils ont fini en overdose, qui ont fini itinérants, qui ont fini morts, qui ont fini par être abusés, agressés, menacés, violés collectivement, drogués par leurs clients quand ils ne voulaient pas. Tu sais, je veux dire, Il des y en histoires a des d'horreur que histoires moi, j'ai d'horreur. jamais vécues, que j'ai jamais suivi, puis que j'ai ces personnes-là qui me racontent ça. Je dis, mais comment ça peut t'arriver à toi? Comment ça que toi, ça t'est arrivé, puis que moi, ça m'est jamais arrivé? Le fait que j'ai jamais pris de drogue, le fait que je contrôlais mes consommations d'alcool, c'est sûr que ça l'a aidé. Est-ce que Mais des fois, malgré tout, j'ai quand même. est-ce que des fois tu t'arrêtes puis tu te dis, genre, comme, dans le fond, j'ai été chanceux de pas justement avoir tout ce côté plus difficile puis plus hardcore du monde de l'escorte, de la prostitution? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Moi, mais j'ai toujours dit. En plus, moi, de mon côté aussi, j'ai jamais eu de conséquences au niveau de ma santé quand j'ai fait ça. J'ai jamais, tu sais, évidemment que moi, et quand je faisais de l'escorte, là, quand je faisais de la prostitution, je me faisais pas tester, me faisais pas dépister une fois par 3 mois ou une fois par 6 mois. J'allais voir mon médecin à tous les mois pour être testé. Puis mon médecin me disait, il disait, écoute, ça sert à rien que tu viennes aussi souvent. Les tests sont bons uniquement pour une période de 3 mois. J'ai dit, oui, mais moi, je suis actif à tous les jours, puis on parle de plusieurs personnes par jour. Fait que j'ai dit, même si le test est juste bon pour 3 mois avant, là, ben, au moins, je sais que 3 mois, j'avais rien. OK. Mais Fait il y que, en tu a sais, eu pendant 3 mois de temps entre les deux que j'ai pu contracter quelque chose. Fait que je continue à venir à tous les mois. Fait OK. que j'y allais à tous les mois. Et malgré tout, mes tests sont tout le temps sortis négatifs pour tous les genres d'infections. C'est surprenant parce que j'ai quand même couché avec près de 8000 de personnes, comme je disais plus tôt. Aucune MTS du tout, du tout, du tout. Et écoute, j'ai finalement contracté 2 fois la chlamydia. Finalement, tu dis ça comme si c'était un achievement, tu sais. Mais non, là, Non, mais. mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu t'attendes à ce qu'à un moment donné, il y ait des conséquences quand quand as une vie très mouvementée sexuellement avec plusieurs partenaires. Mais sur 8000 personnes avec qui j'ai couché, j'ai commencé à contracter des infections transmissibles sexuellement uniquement euh, depuis 6 ans, dans les 6 dernières années. Et ça, c'est parce qu'on va le dire, là, moi, j'habite à Vancouver, j'habite pas à Montréal, pour ceux qui nous écoutent. Je les ai contractés quand je suis déménagé à Vancouver, quand tout mon travail de sexe s'est achevé. C'est arrêté. C'est Quand, ça, quand tu le ma vie faisais sexuelle plus. a pris un sens beaucoup plus tranquille. Je veux dire, bon, je suis quand même très actif sexuellement, je veux dire, mais tu sais, comme, pour comparer, tu sais, si on compare, dans ma vingtaine, je pouvais coucher avec une trentaine de personnes par semaine. Oui. Euh, ou peut-être une vingtaine, tu sais, C'est même plus du fun rendu là. Genre, c'est comme. au C'est quoi? minimum une quinzaine par semaine, tu sais, entre 15 et 25 par semaine en moyenne, tu sais, ça fait beaucoup de monde. Aujourd'hui, tu sais, depuis que je suis déménagé à Vancouver, je vais peut-être coucher avec 3 ou 4 personnes par semaine. Ce qui veut dire que, tu sais, ça reste quand même plusieurs personnes. Mais dans mon cas, c'est comme si je couchais avec une personne par année. Tu sais, je veux dire, si on compare là, avec Ouais, non, je comprends. comment C'est comme. j'avais une vie sexuelle très mouvementée. Puis même si 3 à 4 par semaine, je te dirais plus que c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est plus comme 3 par mois. Tu Ah sais. ouais. Ben, avec Parce que- la situation actuelle, c'est un peu plus compliqué aussi, là. Ah, ben, COVID, pas COVID. Je veux dire, je veux dire, c'était bien avant que la pandémie commence. Je veux dire, ma libido a beaucoup diminué. Beaucoup, beaucoup Puis diminué. à ce moment-là, j'aimerais aussi savoir, parce que là, tu sais, comme tu expliquais que tu étais quand même dans l'effet positif, quand même dans les choses qui étaient vraiment agréables de tout ça, mais à quel moment où est-ce que ça l'a arrêté
d'être positif pour toi? Puis à quel moment est-ce que tu as décidé, là, non, ça suffit, je ne peux plus faire ça, il faut que j'arrête? Le prix à payer quand tu fais de l'escorte est beaucoup plus élevé que tous les milliers de dollars puis toutes les centaines de milliers de dollars que tu pourrais faire durant une carrière d'escorte. Au début, tu as l'impression que oui, ça remonte ton estime. Au début, tu considères que c'est plaisant d'être un trophée, d'être mis sur D'être un piédestal, désiré, dans le fond. d'être désiré. Mais à un moment donné, c'est le contraire qui se passe. Tu as l'impression d'être souillé. Tu as l'impression que tu perds complètement le respect de toi. Tu t'en perds même le plaisir du sexe. Tu n'as plus le désir. Euh, Quand tu t'abandonnes à des ébats sexuels dans ta vie personnelle, ça te laisse. euh, Froid. ouais, ça te laisse vite. Tu sens même que t'es tellement habitué d'avoir fait de l'argent en pratiquant la sexualité que tu te dis, ouais, mais là, moi, je t'ai donné du plaisir. Moi, j'ai fait mon travail. Est où ma récompense? Est où ma partie à moi de plaisir? Là, je peux pas te demander de me payer parce que c'était pas prédéterminé avant. Ouais. Puis, là, moi, je repars, puis je me suis vidé pour rien. Tu sais, Comme j'ai fait du bénévolat. Tu sais, la sensation d'avoir perdu ton temps, dans le fond? exactement. D'avoir fait du bénévolat, tu sais, d'avoir travaillé gratuitement. Tu sais, c'est vraiment au point où tu en perds même ta libido. Tu t'en deviens confus, tu perds ton identité sexuelle. Tu deviens que tu sais même plus qu'est-ce qui t'attire. Tu vois j'étais rendu où tu sais, j'étais tellement rendu habitué à coucher avec des hommes qui me laissaient indifférent physiquement que le jour où je rencontrais des hommes que je trouvais tellement beaux, qui étaient des top modèles, là, des pit crew de Drag Race, là. Et, puis j'étais même pas capable d'érection. Genre, j'étais même pas capable d'aller chercher une érection. Il fallait que je travaille doublement, que je me fasse que je ferme mes yeux puis que je m'imagine des scénarios avec mes clients OK. Fait que pour c'est être capable d'avoir des érections. la ligne entre les deux, elle s'était complètement coupée, là. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, après presque, je dirais, une demi-douzaine d'années que j'ai arrêté de faire ça, ça m'arrive encore. Parce que mon estime de moi, en fait, est carrément le contraire. J'ai perdu toute estime de moi. Je me trouve plus beau. Même si tout le monde me dit que je suis beau, tout le monde me dit que je suis, t'as tellement des beaux yeux, t'as tellement ci, t'as tellement ça. Je veux dire, moi, dans ma tête, je me trouve laid. Je me trouve laid, je me trouve souillé, je me trouve moche. Fait que si je me retrouve moindrement avec un garçon, un homme que je trouve plus attirant que moi, je vais me sentir intimidé par la personne. Je vais me sentir inférieur, je vais me sentir que je devrais pas être avec lui, Tu que je n'auras plus mérite cette pas. espèce de côté positif-là que tu es Je suis pas capable assez beau pour de lui, laisser je suis pas sortir. assez bien pour lui. Aussi, ça affecte beaucoup tes sujets de conversation aussi en public. Tu sais, quand tu as été un travailleur du sexe, puis que le monde te demande, puis que tu fais rien d'autre comme travail, puis que le monde te demande, ah, tu fais quoi pour gagner ta vie? C'est comme pas très glorieux de dire comme, ah ben moi je suis escorte. Ouais. Surtout Aussi, avec tu le te retrouves jugement avec une qui vient. réputation. Tu te retrouves avec une réputation parce qu'à un moment donné, ton nom circule. C'est un petit monde, là, c'est le monde des homosexuels. Puis le village surtout. Ben, parlant de ça, je veux juste raconter une petite anecdote. À un moment donné, j'étais avec toi dans le village, je me rappelle, puis on était juste en train de manger sur une terrasse, genre, puis il y a un gars qui est venu out of nowhere juste te demander si tu faisais encore de l'escorte, genre. Comme Exactement. on Puis est. non seulement ça, d'un autre côté, à un moment donné, j'étais sorti au Cabaret Mado, puis j'avais vu des gars qui m'intéressaient, que je trouvais qu'ils avaient l'air le fun. Puis j'étais allé les rencontrer, je leur ai dit, je me suis présenté à eux. Puis ils m'ont dévisagé, puis ils m'ont regardé avec condescendance, puis ils m'ont dit, excuse-moi, moi, les putes, ça m'intéresse pas. Ah, ouais. Arc. Donc, j'étais rendu vraiment avec une réputation à Montréal comme de prostituée. Fait que ça affectait énormément mon estime de moi, ça affectait énormément ma personne. Puis je me sentais isolé. Ben, ça devait aussi affecter ta vie personnelle en dehors de l'escorte.
de Aussi, l'escortisme? tu fais une croix sur les relations amoureuses aussi. J'étais en relation avec des hommes pendant la période où que j'étais travailleur du sexe, mais ça a affecté beaucoup notre relation. Quand je faisais du massage érotique, mon conjoint de l'époque, qui était en accord avec ça, parce qu'on avait une entente, comme quoi c'était correct que je continue mon travail, que ça ne dérangeait pas. Mais moi, le fait que je me pratiquais des activités sexuelles avec 2, 3 hommes dans mon travail faisait que quand j'arrivais dans le lit le soir, j'étais T'avais plus le rassasié. goût de J'avais lui. pas le goût de baiser, tu sais, puis moi, je me rendais pas compte des besoins de mon conjoint non plus, parce que j'y réfléchissais pas, tu sais. Ça me passait pas par la tête, jusqu'à ce qu'à un moment donné, puis tu sais, mon conjoint, lui, était fidèle, puis il couchait pas avec d'autres hommes. Fait que lui, il était comme, tu sais, après 3 semaines, il m'achalait pas pour qu'on couche ensemble. Sauf que, tu sais, lui, après 3 semaines, il me disait, tu sais, c'est parce que chérie, ça fait comme 3 semaines qu'il s'est rien passé entre nous deux, puis je te dirais que j'ai des petits besoins sexuels qui s'éveillent en moi, là. J'aimerais peut-être ça qu'on fasse quelque chose. Puis là, je suis comme, puis là, je réalisais, mais non, ça fait pas si longtemps que ça. Puis il était comme, mais oui, ça fait si longtemps que ça, là. Puis j'étais Mais comme, c'est un choc. je m'excuse, je sais que c'est pas le temps de rire, mais c'est juste que j'ai un mauvais... Tu sais, un mauvais gag à la David que j'ai eu le goût de faire, genre. J'ai eu le goût de te dire, genre, comme, écoute, je voulais pas te le dire, là, mais j'avais couché avec lui. Mais, tu Ah, sais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. ça m'aurait pas dérangé. Au contraire, on Ah, se connaissait à cette époque-là. oh my God, Je mais faisais toutes mes nuits chez vous, parce que je ne l'endurais plus. c'était tellement pas crédible, genre, je veux dire, comme, c'est pas comme si j'étais sa personne préférée, puis c'est pas comme s'il était ma personne préférée dans la vie Non. non plus, tu sais. Non. Fait De toute que, façon, même, en tout cas, bref, c'est une c'est autre ça. époque. C'est une autre époque. Mais j'ai une dernière question avant qu'on doive mettre fin au podcast, parce que ça fait presque déjà 1 heure. Mais ça revient à quelque chose que tu viens de dire. C'est comment de faire la différence, justement, au moment où tu es escorte, puis le moment où tu as des relations pour le plaisir. Comment est-ce que ça marche? Parce qu'à la fin, tu te dis que ça ne fonctionnait plus, puis tu avais comme ça. Mais au début, quand ça fonctionnait bien, comment tu gérais ça? Ben, je te dirais que déjà au début, quand j'étais très actif sexuellement avec mes clients, j'en avais pas de besoin sexuel. Tu sais. Fait que OK. je voyais juste pas personne d'autre. Je faisais juste utiliser mon temps à travailler pour mes clients. De toute façon, moi, dans mon cas, je ne ressentais pas le besoin. Puis j'avais tellement une grosse clientèle dans mes débuts que j'étais très occupé et très sollicité. Alors que vers l'âge de 25-26 ans, ma clientèle avait beaucoup réduite. OK. Puis là, ben, j'avais comme. Puis aussi, après 5 ans à coucher avec des hommes qui ne t'attirent pas, tu fais T'as comme. Ben, envie de c'est quelque plus chose le de fun plus le fun. d'avoir un gars qui m'attire, tu sais, une fois de temps en temps, tu sais. Puis aussi, je commençais à avoir de la difficulté à performer. Tu sais, j'étais fatigué. Ça fatigue faire ça. Donc, Ben oui, 15 par semaine. J'espère que t'es fatigué. Excuse. Hey, j'espère. Excuse-moi. j'étais commencé à vouloir prendre une pause. Tu sais, je commençais à vouloir voir Puis d'autres peut-être choses. aussi vouloir embarquer dans une relation. Je veux dire, t'es quand même un être humain qui a des besoins Exactement. Puis personnels. aussi, c'était rendu que j'avais tellement couché avec des hommes que les hommes me blasaient. J'en avais plus de désir pour les hommes. Tu sais, je veux dire, moi, je suis sur les applications de rencontres, là. Quand un homme m'envoie, là, tu sais, des fois, je reçois des messages sur Grindr ou surtout sur Grindr. Des gars qui n'ont même pas de photo de profil. Puis la première chose qu'ils t'envoient, c'est une photo de leur pénis. Je suis Ah, comme moi, en ça me bas. dérange pas. Oui, ça te dérange pas. Mais moi, après avoir vu comme des milliers et des milliers, parce que tu sais, j'ai couché avec 8000 hommes, mais j'ai vu bien plus de pénis que ça par le biais des Ah ouais, massages. mais t'es as toutes vues, tu sais. Tu sais, Je je veux veux dire, dire, moi, voir des pénis, puis des fesses, puis un anus, puis un gars à 4 pattes avec les fesses écartées, puis qui me montre un gros plan de son trou avec une brun, ça m'excite pas pantoute, là. je comprends. Non, je suis d'accord avec toi. En voyant ça. Je suis comme, garde, parce que moi, je demande sur mon profil une photo de visage. C'est la première chose que je dis, tu sais. Fait que quand je reçois un message, une photo qui n'a pas de photo de profil, puis qu'il m'a envoyé une photo, puis que je ne sais pas c'est quoi la photo, je m'attends à voir son visage, puis que je vois un pénis en érection, je suis comme, garde, parce que mon pénis est plus gros que le tien. Tu sais, ça m'excite pas, là, OK? Puis des pénis, j'en ai vu de toutes les formes, de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs, de toutes les plus monstrueuses, les plus belles, les plus... Je les ai toutes vues. Fait que là, à un moment donné, moi, là, quand j'avais géré ton pénis quand tu seras Tu dans leur... mon Attends, dans est-ce que tu leur dis ça, genre comme Oui, le je mien leur est plus dis. beau que le tien?
Ben oui, certain, je leur dis. J'ai les plus grosses couilles de la ville de Montréal. Excuse-moi, je suis vulgaire. Ouais. Ben, tu t'es quand même retenu. J'avais vraiment peur que tu sois plus vulgaire que ça tout au long du truc, là. Comme c'est une bonne chose que ça arrive juste à la fin. Mais ouais, comme je t'ai dit, le podcast arrive malheureusement à sa fin parce que toute bonne chose a une fin. Donc, Merci cerveau, pour la thérapie. ouais, écoute, ça fait toujours du bien de parler de soi-même dans la vie. Fait que je t'ai fait ce cadeau-là aujourd'hui. Merci. Mais en même temps, oups, excusez-moi. En même temps, écoutez, si vous avez des commentaires, guys, gênez-vous pas pour l'écrire en dessous. Allez sur Anchors pour envoyer des messages audio au pire ou sur YouTube. Laissez des commentaires, whatever. Si vous avez des questions auxquelles il n'a pas répondu, tout ça aussi, là, c'est quelque chose qui peut se faire là, de peut-être me dire est-ce qu'on le réinvite, est-ce qu'on le réinvite pas, comme peser le pour et le contre, guys. Puis restez quand même poli dans les commentaires, parce que moi, j'aime le respect et j'aime le respect tout court. Je pense que ça résume un peu les choses. Puis, comme vous savez, j'aime beaucoup terminer sur le conseil/recommandation du jour. Donc, on va commencer avec le conseil/recommandation du jour de notre invité. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles/recommandes aujourd'hui? Ah, moi, je vous conseille de vous masturber le plus souvent possible. Moi, je vais donner un conseil aussi que j'aurais dû suivre aujourd'hui. Quand vous enregistrez un podcast sur un sujet aussi lourd et difficile, essayez donc de ne pas porter un casque de chat. C'est pas parce On que va je donne des conseils que je vais les suivre. Et sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine où on parle justement comment bien se vêtir.